Bonjour à tous, merci pour cette introduction et je vais en faire une très brève aussi avant de rentrer dans le vif du sujet de notre côté. On est ravis de pouvoir échanger avec vous sur ce sujet de la mission, qui est un sujet dont on entend beaucoup parler, qui est peut-être pour vous quelque chose d'un peu vu et revu, puisqu'on va dire que le service public, c'est peut-être l'inventeur de la mission pour une organisation avant la loi Pacte, mais on voulait essayer de revenir un peu sur cette notion de mission qui prend un peu un nouvel éclairage, une nouvelle importance post-crise. On va dire que la crise a révélé un certain nombre d'enjeux sur la réalisation et la mise en place de missions dans les organisations. Dans l'organisation, je mets entreprise, je mets institutions publiques, je vais même mettre des associations, des coopératives. Et on trouvait intéressant de venir questionner ça avec vous et de pouvoir avoir des échanges ensuite pour pouvoir réfléchir là-dessus, puisque je pense qu'il n'y a rien de figé et tout est encore à écrire. Peut-être brièvement sur les bosons. On est aujourd'hui un collectif de 25 bosons, comme on s'appelle. On s'est donné, nous, pour job d'accompagner les organisations, quelles qu'elles soient, dans leur transformation, avec un prisme un peu particulier, en tout cas à l'époque, quand on a fondé ce collectif il y a 10 ans, qui est de partir du principe que les meilleurs consultants sont d'abord les collaborateurs de l'organisation. Et ça a pris tout son sens pendant le Covid, puisque les entreprises qui ont su pivoter, qui ont su rebondir le plus vite possible, sont celles qui ont finalement misé sur leurs collaborateurs pour trouver des solutions, pour s'adapter, pour mieux collaborer, pour innover, etc., etc. Et donc au quotidien, on accompagne les organisations en remettant un peu les femmes et les hommes au cœur des processus de transformation. Et puis finalement, si je refais le lien avec la mission, de lier la mission de l'entreprise avec ses collaborateurs et de combler un peu le delta qu'il peut y avoir entre cet objectif qui parfois est un peu lointain et la réalité. Et on pense que les collaborateurs sont le mieux placés pour ça. Et donc aujourd'hui, pour aborder les enjeux de la mission, peut-être vous commencez par vous partager juste une conviction qu'on a de notre côté, que la mission, c'est d'abord un outil pour l'interne. On voit beaucoup de nouvelles entreprises à mission avec des patrons très emblématiques qui prennent la parole tous les 4 matins pour aller porter la mission de leur entreprise dans un certain nombre de conférences et dans les médias. C'est un mouvement qui est intéressant, mais on pense qu'avant de changer le monde, l'entreprise a finalement un boulevard pour agir déjà en interne dans ses manières de faire, dans sa manière de s'organiser, dans la relation qu'elle a avec le capital humain de son organisation. Et finalement, la mission doit d'abord permettre à chacun de faire évoluer son métier et ses manières de faire à son niveau. Et parfois, il ne faut pas tout changer non plus. Donc, c'est juste pour recadrer un peu le sujet. On n'est pas des adeptes de la mission qui va changer la finance mondiale, mais plutôt de la mission à porter des personnes, parce que c'est ça qui va finalement concrètement permettre aux entreprises ou aux organisations, quelles qu'elles soient, d'avoir un impact sur la société dans son ensemble. Pour ça, on a deux parties qu'on voulait évoquer avec vous. La première, c'est faire un petit point sur le contexte, parce qu'il est important. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qu'on observe dans les organisations? Quels sont les fondamentaux pour refonder un peu les collectifs humains qui ont été ébranlés par la crise? Et puis, dans un deuxième temps, se poser un peu la question du comment. Comment finalement mettre en place une mission? Comment est-ce qu'elle peut être concrète? Comment est-ce qu'elle peut finalement parler à chacun et permettre l'action et pas seulement l'injonction? Et on va essayer d'aborder ça tour à tour avec Apolline en vous partageant un regard qui n'est pas théorique. On n'a pas lu 15 bouquins pour vous pondre tout ça. C'est ce qu'on constate, nous, dans les organisations qu'on accompagne. Et ça va du SAHLM dans l'Oise au groupe Accor, donc des organisations qui sont assez diverses. Et du coup, c'est plus des fils qu'on a tirés de toutes les expériences et entretiens qu'on fait au quotidien sur le terrain. Et donc, au fil de notre prise de parole, donc Apolline fera passer des sondages, comme l'a dit Thérèse, et puis on va se permettre, nous, de dérouler d'un fil notre propos et puis d'avoir des échanges avec vous en fin d'intervention. Et donc, si je rentre dans le vif du sujet, d'abord le pourquoi, faire un petit point sur le contexte actuel qui nous semble important. Pourquoi est-ce que ça remet le sujet de la mission au goût du jour? Qu'est-ce que la crise a fait changer dans les organisations? Et voilà un peu nous les différents traits qu'on voit, l'effet loupe un peu sur la réalité. La première chose qui a été impactée par la crise dans les organisations,
C'est le rapport de chacun à son entreprise, à son organisation, à son institution, à son association et à son job. Et ça a posé des questions assez crues hein, que nous, on a constaté en entretien, qui est quelle est mon utilité? En quoi suis-je utile dans mon organisation? En quoi suis-je utile dans mon job? En quoi suis-je utile dans mon équipe? Donc, vous aviez certains qui se posaient des questions existentielles qui est j'aurais bien aimé être soignant pour être utile à la société. Mais d'autres qui, finalement, dans mon entreprise, à quoi je suis utile, comment est-ce que je vais pouvoir finalement m'engager et assurer ma mission au quotidien, et du coup, des questions qui pouvaient être assez existentielles. Mais il était essentiel pour chacun de pouvoir comprendre quelle était sa marge de manœuvre et en quoi il était utile dans un collectif. Deuxième sujet, le rapport à la vérité. Et la vérité, c'est un mot qui est apparu post-crise et qui est assez intéressant. On ne parle pas de sincérité, on parle de vérité. Les gens ont envie de sentir la vérité dans le propos d'un dirigeant, dans le propos d'un manager, dans le propos d'un collègue. On en a marre un peu de finalement un usage un peu marketing, si on parle de la mission notamment, mais même au quotidien, dans toutes les communications un peu aseptisées, on a envie d'avoir finalement des rapports authentiques au travail. Je viens comme je suis et je serai comme je suis et j'attends des autres que ce soit pareil. Et tout ça, ça a finalement une incidence sur notamment les communications en entreprise. On voit qu'il y a pas mal de dirigeants qui changent leur manière de communiquer au quotidien. Je prendrai l'exemple de Buffalo Gris, mais avec un patron qui a fait sa vidéo de rentrée dans un des Buffalo Gris avec des interactions qui étaient orchestrées en live et sans filtre, ce qui ne se voyait pas trop, mais pas trop avant, je veux dire, où tout était organisé de manière différente. Là, on avait des interactions qui étaient assez directes. Un dirigeant qui avait un langage très cash en disant là on est bon, là on est moins bon, là on va devoir finalement y aller, là on ne pourra pas parce que ce n'est pas le moment, mais un langage très vrai dans la communication, et c'est quelque chose d'important à avoir en tête parce que dans toutes les organisations avec lesquelles on travaille, ce rapport à la vérité, il est de plus en plus poussé. Je vous prendrai un autre exemple aussi d'une entreprise que nous accompagnons dans la construction de son nouveau siège, en partant des collaborateurs pour construire un siège qui ressemble vraiment à l'organisation et qui ne soit pas un showroom de toutes les dernières tendances d'open space. Et le maître mot qui ressort de tous les premiers entretiens, c'est une démarche qui soit vraie, une démarche qui nous met face à notre réalité et où on ne nous raconte pas finalement certains disent des carabistouilles, si je reprends des termes d'entretien, mais où quand on nous donne la parole, c'est pour vraiment nous écouter. Quand on nous demande notre avis, c'est pour vraiment le prendre en compte. Donc, le sujet de l'utilité, le sujet de la vérité, le sujet de l'authenticité, et derrière, si on part au niveau de l'organisation, les organisations ont fait l'expérience de l'adaptation. Je ne parle pas de transformation, je parle d'adaptation, avec certaines qui ont pu manquer de souplesse, de réactivité face à la crise, d'autres qui ont été assez impressionnantes dans leur réaction, et il y en a beaucoup dans le service public qui se sont adaptés extrêmement rapidement, qui ont innové extrêmement rapidement, et la crise a été pour beaucoup le baptême du feu, le crash test dans la capacité à réagir au plus près du terrain et de manière efficace. Je vous prendrai deux exemples. Une entreprise de service public, RTE, qui, au-delà de la crise, quand il y a une situation d'urgence, a une capacité à réagir qui est absolument phénoménale, puisqu'on a une pyramide qui est plutôt en mode tour Eiffel au quotidien, avec les décisions qui se prennent en haut et le bas qui exécute, si je caricature, parce que l'entreprise change beaucoup, et qui, en mode crise, a la tour Eiffel qui s'inverse, c'est-à-dire que tout part du terrain, et finalement, plus on remonte dans la hiérarchie, plus la hiérarchie est au service du terrain, au service finalement des consommateurs, et c'est un mode qui est assez intéressant à observer, qui s'observe en temps de crise, qui s'est observé pendant la crise Covid aussi. Un autre exemple d'une entreprise qui s'est adaptée de manière assez phénoménale, c'est l'entreprise Boulanger, que vous connaissez tous, on peut acheter ses écrans plats, etc. Ça a bouleversé, les magasins étaient fermés, et les patrons de boulanger se sont dit mais en fait comment est-ce qu'on va réagir? Donc ils ont pris tous les patrons de magasins et ils leur ont dit on vous donne les clés du camion. Nous on ne sait pas comment il faut réagir face à ça. Vous êtes les plus à même de réagir par rapport à votre bassin autour de votre magasin, par rapport à vos équipes. Qu'est-ce qu'on peut inventer pour répondre aux clients alors que les magasins sont fermés? Et c'est absolument phénoménal puisqu'ils sont passés quasiment… oui, l'entreprise d'avant dont je parlais était RTE, effectivement. Et là, l'entreprise Boulanger dont je parle, en 15 jours, ils sont passés en full drive. Tous les magasins sont passés en drive, sans injonction de la direction. Ils se sont appelés entre eux, ils se sont dit quelle est la meilleure solution
pour qu'on puisse s'adapter. Et ça a été de partir du terrain, de donner les clés au terrain pour pouvoir s'adapter. Et donc, on a des organisations qui ont un peu inversé leur logique habituelle. Et c'est assez intéressant d'observer ça parce que ça repose sur des traits de culture qui sont la confiance, la culture du résultat et pas du contrôle, et des choses qui sont finalement parfois pas habituelles dans un certain nombre d'organisations. Ensuite, le collectif a pris un coup pendant cette crise. Ça, c'est la force, entre guillemets, du distanciel. Ça, je ne vous apprends rien et je pense que vous l'avez expérimenté. Mais c'est des enjeux qui vont avoir des conséquences durables. Aujourd'hui encore, il est compliqué de refaire vivre des collectifs dans les organisations, que ce soit pour les managers ou pour les dirigeants. Pendant la crise, on a beaucoup échangé, nous, avec le sociologue François Dupuis, qui observait, lui, dans pas mal d'entreprises. Il a fait plus de 500 entretiens qualitatifs dans 10 entreprises différentes. Et il a observé des conséquences du télétravail qui étaient notamment la formation de collectifs affinitaires, c'est-à-dire que vous avez, en fonction des affinités, des collaborateurs qui se mettent à travailler ensemble, sans lien avec la hiérarchie, sans lien avec leurs collègues sur des projets. Et finalement, ça tue le collectif et ça exclut un certain nombre de collaborateurs. Et ce n'est pas un phénomène qui est à prendre à la légère. Et aujourd'hui, on retrouve encore un peu ces phénomènes-là, au-delà des collaborateurs qui ont du mal à raccrocher avec le collectif, puisque certaines entreprises sont encore finalement beaucoup en télétravail. Et puis enfin, le rôle des managers qui a été questionné, et pas qu'un peu, avec des managers qui, pour beaucoup, sortent épuisés de la crise. On ne le dit pas assez, on entend beaucoup ce qu'on attend des managers, mais ce qu'on constate, c'est qu'ils ont été très éprouvés par cette crise, où finalement, le perso des collaborateurs est rentré dans le travail. Et donc, les managers se sont retrouvés à gérer finalement un certain nombre de problématiques personnelles qui ont été complexes à gérer. Ils ont dû être extrêmement disponibles sur le terrain, en première ligne, vraiment sursollicités. Et ça a été une période assez compliquée pour eux parce qu'il a fallu manier plusieurs postures, faire confiance, perdre la capacité finalement à contrôler, être obligé de faire confiance et accompagner les collaborateurs qui en avaient besoin. Du coup, leur rôle change. La relation avec leurs équipes change et ils se trouvent face à des injonctions qui sont assez compliquées à gérer, puisque si on prend post-crise, vous avez une multiplicité de ce qu'on appelle nous de deals individuels. Chaque collaborateur veut créer un peu son emploi du temps à la carte, sa manière de travailler à la carte, et du coup, on a autant de deals que d'individus dans une équipe et un manager qui doit, lui, poser un cadre commun. Et face à ces deals individuels, poser un cadre collectif. Et ça, c'est un exercice qui est très compliqué pour les managers parce qu'il faut à la fois garder une certaine flexibilité par rapport à des collaborateurs qui l'ont acquise pendant le Covid et en même temps remettre quelques règles communes et poser des limites aussi sur le fait que tout le perso ne peut pas rentrer dans l'entreprise non plus et le manager ne peut pas à terme décemment gérer toutes les problématiques perso des différentes équipes. Du coup, on a un équilibre qui doit se reformer entre les managers et leurs équipes, et c'est vraiment pas simple pour les managers. Et si je conclue juste sur le paragraphe managérial, on a des managers aujourd'hui qui sont un peu à la croisée des chemins entre un retour au taylorisme et on va dire command and control imposé par les organisations en disant maintenant on va reprendre en main un peu les choses parce que finalement on n'a plus trop de visibilité sur ce qui se passe, même si les choses ont bien fonctionné pendant le Covid, et l'autonomie. Command and control ou autonomie, et des entreprises et managers qui se disent en fait, on a vécu des expériences très intéressantes pendant le Covid. Il ne s'agit de pas revenir en arrière. Comment est-ce qu'on capitalise sur ce qui s'est passé, sur cette autonomie qu'on a laissée aux collaborateurs, sur cette confiance qu'on leur a accordée, et basculer ainsi d'une relation qui était plutôt une relation de subordination à une relation de win-win avec leurs équipes qui ont expérimenté concrètement la confiance sans a priori. Pour beaucoup d'équipes, finalement, ils ont pu avoir une marge de manœuvre qu'ils n'avaient pas au quotidien, tout simplement parce que les entreprises n'étaient pas en capacité de contrôler comme elles le font d'habitude le fonctionnement des équipes. Tout ça remet en cause des certitudes, ça fait bouger des repères et des lignes dans l'entreprise. Jusqu'à maintenant, c'était plutôt le travail qui intégrait la vie des individus. Parfois, ceux qui pouvaient rebosser le soir, etc. Là, aujourd'hui, même si le travail est rentré dans la vie des gens avec le télétravail encore plus physiquement, on a aussi le perso qui est rentré dans l'entreprise.
Donc, une frontière qui était plutôt dans un sens, on va dire, avec le travail qui allait chez les gens. On a aujourd'hui l'inverse, c'est une frontière qui est plus totalement hermétique et qui bouscule du coup le rapport au travail. Aujourd'hui, on mesure encore peu les conséquences de ces confinements et de la mise en place du télétravail, qui est un petit bout de la lorgnette. Mais si on creuse, finalement, au-delà du télétravail, se pose chez les gens le rapport au temps de travail. Vous avez certains pays, mais même certaines entreprises qui se posent la question de semaines de 4 jours. Vous avez des collaborateurs qui n'ont plus envie de travailler sur des temps dédiés, mais qui ont envie de pouvoir organiser leur emploi du temps comme ils le veulent, parce qu'ils ont découvert un équilibre familial qui était finalement plus viable pour eux. Vous avez le sujet des transports pour ceux qui sont dans des grandes métropoles, etc. Mais le rapport au travail change de manière assez importante par rapport à ce qui a pu être vécu pendant le confinement, et je pense que les conséquences, on les verra durablement dans d'autres années. Donc, le monde d'après, il est encore loin d'être éclos. Ensuite, au-delà de ce rapport au travail qui évolue, vous avez la recherche d'engagement. On revient sur la notion d'utilité. Je recherche l'intensité et l'impact maintenant, pas dans 10 ans. Si je viens au boulot, c'est pour être utile. Et après ces confinements qui m'ont rapproché des miens et remis un peu face à mes priorités, je veux finalement ne pas perdre mon temps au travail et avoir du sens directement dans ce que je fais au quotidien. Et puis, dernière certitude qui a été un peu remise en cause, c'est le sujet du bureau. Alors ça a été un yo-yo assez massif. Si vous vous souvenez bien, premier confinement, télétravail a plutôt bien fonctionné. Finalement, les entreprises se sont bien adaptées. Et on a des grands groupes comme PSA et autres qui disent, allez, hop, on passe en full télétravail, 80% de télétravail, ce qui va être l'occasion de faire quelques économies sur les bureaux. Évidemment, ils ont rétro-pédalé. Vous avez même des entreprises, notamment équipementiers, automobiles, Valeo, etc., qui ont même annulé leur projet de réduction de surface de bureau parce que tout le monde s'est rendu compte que le bureau était utile, que la distance peut être viable si elle est organisée, mais qu'un collectif a besoin de se voir pour vivre, qu'une culture d'entreprise, elle ne peut vivre que si finalement les rites et rituels sont vécus physiquement, que les gens se voient. Et c'est assez intéressant parce que tout ça a cassé un certain nombre de stéréotypes. On disait que le télétravail, c'était un truc de jeunes et que les jeunes aspiraient pleinement au télétravail. Je vais vous prendre un exemple pendant la crise. C'était au deuxième ou troisième confinement, le groupe Cisco a dit à tous ces jeunes, on ne va pas rouvrir les bureaux avant 1 an. Il y a beaucoup de jeunes qui ont démissionné et qui sont partis chez Microsoft, 2 rues plus loin, parce que Microsoft rouvrait ses bureaux et que les jeunes ont extrêmement mal vécu le télétravail. Pour les Parisiens, parce qu'enfermés dans des petits appartements, mais aussi parce que des liens managériaux qui étaient distendus. Et notamment, si on prend l'exemple des jeunes, mais c'est un petit bout de la lorgnette parce que ça ne concerne pas que les jeunes, le rapport au management, le besoin de feedback, le besoin de relations vraies, le besoin d'apprendre, finalement, il nécessite une présence et il nécessite des relations qui sont beaucoup plus fluides aujourd'hui. Et nous, on l'a même eu chez les Bosons avec des jeunes qui n'osent pas vous appeler parce qu'en fait, ils ont peur de déranger, alors qu'en fait, ils auraient une question et si on était au bureau, ils seraient venus me la poser en 2 minutes et le truc aurait été réglé. Et donc, le bureau, en fait, reprend une importance qui est assez capitale, notamment pour tout ce qui est travail en équipe et convivialité. On y reviendra tout à l'heure, mais on se rend compte de l'importance de la culture d'entreprise, de la nécessité de se voir pour innover, de se voir et de vivre en équipe pour mieux intégrer les nouveaux et finalement la nécessité aussi de poser un cadre équitable pour que tout le monde puisse y trouver son compte. Donc voilà un peu sur ce premier panorama de quand on parle du contexte et de finalement à quoi les organisations sont confrontées. Voilà ce qu'on constate à un instant T. Encore une fois, ça ne veut pas dire que demain ce sera le même tableau. Les choses évoluent extrêmement rapidement et c'est pour ça qu'il faut prendre des pincettes et que ce que je vous partage est plutôt cette vision à l'instant T. Et je vais laisser Apolline continuer et enchaîner sur finalement quels sont les fondamentaux de la mission dans ce contexte.
Oui, puisqu'en effet, on le voit, les lignes bougent dans les organisations et elles sont nombreuses à bouger sur beaucoup d'aspects différents. Et la crise, elle est venue révéler ça, ou l'accélérer, ou le catalyser, ou faire émerger des nouveaux enjeux. Et donc, il y a un besoin plus fort que jamais de repartir des fondamentaux. Et quel meilleur fondement finalement que la mission pour repenser, reprojeter les modes de fonctionnement, les contours de l'organisation. Donc, repartir de la mission, finalement, ça s'impose à la fois comme une nécessité, mais aussi comme une opportunité qui peut être très féconde. Je vais vous donner un exemple très concret. On accompagne un groupement hospitalier qui a souhaité faire un bilan global de ses modes de fonctionnement après plus d'un an de crise sanitaire, en regroupant l'ensemble de ses parties prenantes, donc le corps médical, le personnel paramédical, les effectifs administratifs, les, les patients et toutes les parties prenantes du territoire plus globalement. Pourquoi? Parce que pendant la crise, le personnel soignant et l'administration, ils ont été contraints de travailler différemment, de créer des liens avec les professionnels de santé indépendants et avec la ville pour répondre aux impératifs de l'urgence. Et du coup, ce groupement, il a voulu prendre le temps de déjà se questionner sur ce qui s'était joué, ce qu'il faut améliorer, ce qu'il faut pallier, mais aussi se demander s'il n'y a pas des choses à en tirer, des modes opératoires sur lesquels capitaliser et une nouvelle vision de la santé territoriale, par exemple, à développer. Et donc, à partir de ces réflexions, ce groupement a envie de formaliser un projet boussole fédérateur pour tous les acteurs de santé du territoire, privés et élus compris. Donc c'est extrêmement intéressant. Finalement, en se reprojetant sur, on revient au fondement, à notre mission et qu'est-ce qu'elle veut dire pour demain. Donc ça s'impose comme une nécessité autant qu'une opportunité. Et pourquoi? Parce que fondamentalement, ce qu'on constate, et notre conviction également, c'est que la mission, c'est pas juste un slogan pour de l'externe, un moyen de communication, un poster à afficher sur les murs, mais que c'est vraiment le socle pour le quotidien et un puissant levier de transformation. Comment? Très simplement, hein, parce qu'une mission claire, c'est ce qui va venir traduire le sens global que l'on donne à son activité et ça va permettre sa traduction opérationnelle. Parce qu'une mission, ça permet de rendre cohérentes les actions de chacun, de prioriser les projets, d'évaluer l'efficacité de ce qui est réalisé, donc c'est un vecteur de performance. Et puis c'est la boussole qui va permettre d'accueillir concrètement le public, de rendre le service attendu au quotidien avec les usagers. Et pas seulement, parce qu'au-delà de ces effets, je dirais, classiques et attendus d'une mission bien formalisée et bien menée, avoir une mission claire, c'est aussi s'autoriser à innover. Pourquoi? Parce que finalement, si mon essentiel il est clair, mon terrain de jeu, tout le monde est d'accord sur le terrain de jeu, eh bien, je sais aussi plus facilement quelle marge de manœuvre j'ai. Je suis serein pour faire autrement, faire un pas de côté, parce que j'ai bien en tête la finalité, la mission à remplir. Et je vous donne un autre exemple. On a accompagné un groupe industriel historique qui travaille pour la Marine nationale. Et leur sujet, c'était comment on va innover simplement, de façon plus simple, de façon plus directe, au service de leurs usagers, qui sont les marins embarqués. Et en fait, tout simplement, ils sont repartis de cette mission de base. Comment on conçoit des bâtiments qui permettent aux marins de remplir leur mission en conciliant cadre de vie et performance. Et en repartant de cette mission très claire, ils ont pu faire autrement, donc aller chercher des retours directement auprès des usagers, les mettre autour de la table avec des personnes aux métiers très, très différents, des designers, des ingénieurs, des gens d'entités, de métiers variés, pour pouvoir concevoir rapidement une solution pragmatique. Et l'impact, ça a été quoi? Ça a été finalement un espace repensé au service des marins, mais surtout quelque part des nouvelles méthodes de travail initiées plus collaboratives, plus ouvertes et inspirées des sciences humaines, l'écoute du terrain, autant que le design. Et finalement, si on prend un peu de recul, euh, certes, il y a tous ces effets de la mission, mais pourquoi est-ce que la mission, elle est autant plébiscitée comme étant un incontournable des organisations aujourd'hui? C'est parce qu'elle vient mettre le doigt sur une chose fondamentale qui est l'impact des entreprises et des administrations. Quelle utilité est-ce que j'ai, mais plus globalement, quel impact est-ce que j'ai sur mes agents, mes usagers,
le territoire sur lequel je m'inscris, la société, la planète. On a pris conscience que les organisations de travail, elles avaient beaucoup plus d'impact que leur seul produit, service direct fourni. C'est ce qu'on appelle des externalités. Elles peuvent être positives comme négatives. Et du coup, on attend que les organisations de travail, elles soient à la hauteur de cette responsabilité. D'autant plus que face à ces enjeux, c'est bien les organisations collectives qui sont attendues plus que les individus. L'importance du bien commun, la force du collectif, elles sont d'autant plus valorisées dans une société qui est traversée par des crises du commun avec les fractures sociales, les bouleversements écologiques, la crise sanitaire. Donc la responsabilité des organisations, la responsabilité collective, elle est plébiscitée. Et Arnaud en parlait en introduction, c'est la loi Pacte qui est venue finalement entériner cette évolution en 2019 pour les entreprises, en modifiant la définition de la société dans le droit. Et cette loi, elle est venue donner un cadre pour penser la contribution des entreprises à l'intérêt collectif et au bien commun, en formulant quoi? En formulant leur rôle possible dans la réponse aux défis sociétaux. Vous savez qu'elle crée notamment la possibilité de devenir une société à mission. On pourra y revenir dans les échanges après. Mais du coup, ce qui est intéressant, c'est de voir que finalement, se doter d'une mission, c'est se permettre de penser, de refonder un pacte organisationnel, et c'est aussi prendre conscience de sa responsabilité, ou en reprendre conscience quand c'était une évidence, notamment quand on a une mission de service public. Pour autant, faire de la mission l'alpha et l'oméga d'une organisation, ça pose 3 types de risques, au moins, les 3 types de risques que l'on pourra développer dans les échanges si vous voulez. Un risque de farce, un risque d'absurdité, un risque de radicalité. Rien que ça, alors je m'explique. Pourquoi est-ce qu'on identifie ça? Les sciences humaines et des sociologues, par exemple François Dupuis dont parlait Arnaud, viennent nous montrer quoi? Viennent nous montrer le décalage qu'il y a entre la règle, les processus édictés et la réalité des organisations. Et François Dupuis a d'ailleurs une formule frappante qui est le titre de son dernier ouvrage: On ne réforme pas l'entreprise par décret. Ce que ça veut dire derrière, c'est qu'on peut avoir tous les beaux processus, les beaux organigrammes, etc. C'est pas ça qui va dire l'alpha et l'oméga de la réalité d'une organisation. Et donc, si j'en reviens à la mission, c'est pour ça qu'il y a un risque de farce, parce que la mission, ça peut devenir une sorte de profession de foi un peu superficielle, moquée dans les coulisses, un beau slogan creux sur des posters, si cette mission n'est pas incarnée. Mais plus grave que le risque de farce, il y a un risque aussi de nourrir un sentiment d'absurdité, de souffrance, quand il y a un décalage trop fort entre la mission et la réalité, les moyens qui lui sont alloués, la façon dont le management la fait vivre. Et du coup, ce décalage peut nourrir une vraie souffrance, parce que on ne fait pas le lien entre ce qu'on nous raconte et ce qu'on nous donne comme moyen pour faire vivre cette mission, et donc ce qu'on se sent apporter au quotidien. Donc risque de farce, risque de sentiment d'absurdité, qui peut être source de souffrance. Et à l'autre bout du spectre, en quelque sorte, il y a un autre risque, presque à l'opposé, qui est un risque de radicalité au sens suivant. Vous savez que la radicalité, ça vient du mot racine en latin. Radicalis, c'est la racine. En fait, quand je reviens à la mission, je reviens à la racine, et finalement, il y a un risque de ne durer plus que par elle, d'en faire une affaire, d'une affaire exclusive, de la fétichiser un petit peu en quelque sorte. Tout devrait être fait pour la mission, tout devient exigeable, tout devient légitime, et on rentre dans une logique de culpabilisation des individus. On justifie le surengagement par l'aspect vocationnel, et on oublie la question des moyens. Et vous savez, c'est le fameux cri du cœur qui remontait qui disait merci pour vos applaudissements, mais on ne veut pas être des héros applaudis. En fait, on veut plus de moyens pour mieux remplir notre mission. Et donc, du coup, ce risque de radicalité, de ne voir plus que la mission, en fait, c'est faire un contresens en oubliant que celles et ceux qui font vivre la mission, derrière, ce sont les collaborateurs, ce sont les agents. Et donc, le vrai sujet, c'est comment on crée les conditions pour que les agents et les collaborateurs ils puissent la porter. Comment on soutient les hommes et les femmes qui la portent sans tomber dans la fétichisation de la mission.
Cet enjeu important de la mission, nous, on avait envie de vous questionner dessus et de savoir notamment si vous deviez résumer la mission de la CRAMIF en une phrase, comment vous la définiriez? Et puis également, est-ce que vous diriez que cette mission, elle guide votre travail au quotidien? Et donc, on voit que cet enjeu du comment on soutient les hommes et les femmes qui la portent sans tomber dans la fétichisation de la mission, elle est au cœur. Et c'est notre deuxième partie avec Arnaud, après avoir vu que cette mission elle était essentielle, c'est pourquoi comment. Comment on va refonder les organisations post-Covid en repartant de la mission. Et nous, on a trois axes qui nous semblent clés et qu'on va aborder maintenant. C'est penser terrain, penser humain et penser commun. Ces trois axes, ils sont fondamentaux. Je vais commencer par le premier, penser terrain tout d'abord. Donc là, c'est la question du décalage qu'on va traiter. Et donc, l'enjeu, c'est comment je rends tangible la mission au plus près du terrain. Comment est-ce qu'on donne les clés aux agents et aux collaborateurs pour qu'ils puissent combler ce décalage. Et derrière cet enjeu, il y a l'enjeu donc, de la traduction opérationnelle qui est très important, surtout dans les collectifs qui ont autant de diversité, de métiers, de rôles, etc. Dans les armées, c'est intéressant, par exemple, parce qu'il y a différents niveaux qui sont parfaitement distingués pour faire vivre la mission. On a le mandat politique, donc l'impulsion des hautes autorités, qui va déclencher une réflexion stratégique donc au niveau de l'état-major, qui va être appropriée et traduite au niveau opératif par un chef d'opération, par exemple, et ensuite déclinée directement par les opérateurs sur le terrain, dans une tactique. Et dans ce modèle, qui vise d'abord à l'efficience opérationnelle, c'est quoi les incontournables? C'est la clarté du cap, l'importance de la traduction au juste niveau, l'importance de la subsidiarité, ça veut dire le pouvoir au plus près du terrain. On n'appelle pas le chef d'état-major des armées pour savoir si on doit contourner la rivière ou non. Et inversement, le chef d'état-major des armées, il n'a pas besoin de rappeler à l'opérateur que son terrain d'action, c'est telle zone et pas une autre. Et puis surtout, on rend capable les opérateurs d'accomplir leur mission et on leur donne les clés du navire pour ainsi dire. Dans la Marine nationale, il y a un exemple qui nous a beaucoup frappé. Quand on forme de jeunes officiers, il y a un moment, forcément une première fois, on laisse le commandement à un jeune en formation. Alors bien sûr, on l'a préparé, on l'a formé, on lui fait confiance, il est épaulé par exemple, des sous-officiers expérimentés, etc. Mais il y a toujours une première fois un saut dans le vide pour, par exemple, le capitaine du navire qui va se coucher en remettant cette responsabilité à des jeunes officiers. Et donc là, on voit que ce qui est engagé, c'est le courage des chefs de remettre les clés du terrain. Pour autant, il n'y a pas de recette miracle, quel que soit le milieu et le secteur, parce que dans la traduction opérationnelle, il y a toujours une complexité. Entre le cap et la traduction quotidienne, il y a toujours une question qui est c'est quoi ma vraie marge de manœuvre par rapport à l'impulsion du haut? Avec à la fois des collaborateurs, des agents qui vont s'affranchir un peu du cadre en se disant on doit faire comme ça. D'autres, au contraire, qui vont peut-être s'autocensurer, anticiper plus de contraintes qu'il n'y en a vraiment. Donc, c'est toujours un sujet à travailler et pas que au sein de l'armée. Quand on accueille du public, c'est décisif. L'autonomie et la capacité à prendre une décision sur le vif dans l'interaction avec le public, elles sont clés pour accomplir la mission. Et on a d'ailleurs utilisé cette approche dans un groupe hôtelier avec Arnaud et ça s'est révélé très utile. Parce que le CODIR, d'une des branches de ce groupe, a travaillé à la déclinaison de la stratégie à son niveau à lui, et chaque membre du CODIR ensuite travaille avec son équipe à une feuille de route plus tactique sur des sujets opérationnels. Et ça a responsabilisé les différents acteurs au juste niveau. Donc, penser terrain et subsidiarité d'abord. Et puis, ensuite, penser humain. Alors, je dis ensuite, mais en fait, derrière le terrain, on parle que de ça, que d'humain. Des hommes et des femmes qui font vivre la mission. Et je vous donne un autre exemple intéressant, très différent, qui fait le lien entre cette question du terrain et de l'humain. C'est dans une chaîne française de grande distribution qui réunit des magasins de commerce partout en France avec des propriétaires indépendants. Donc, ils sont tous sous la même enseigne. L'enseigne a impulsé une nouvelle vision du commerce, donc en l'occurrence pour faire vivre toujours plus de proximité. Ça s'est traduit par des nouveaux magasins flambant neufs avec des espaces plus modernes, des espaces par exemple pour faire des ateliers avec des clients et pas juste de la vente. Et très vite, la question qui s'est posée, c'est comment on les fait vivre? Parce que les magasins, leurs équipes
Les propriétaires sont divers. Dans une équipe, on peut avoir quelqu'un féru de jardinage, dans un autre de musique. Et on ne va pas donner d'office une sorte de feuille de route détaillant la façon dont ils doivent faire vivre leur magasin en local. En réalité, l'enjeu, c'est de partir de leur réalité, donc leurs forces, leurs appétences. Et donc, c'est pour ça que la démarche qui a été mise en place dans cette enseigne, ça a été de, à partir du cadre local, que chaque équipe se demande quel objectif local je me fixe, qu'est-ce que je veux proposer à mes clients spécifiques, comment, c'est quoi nos appétences, nos compétences en interne, qu'est-ce qu'il est réaliste de mettre en place pendant le temps de travail. Et ensuite, l'enjeu, c'est bien sûr de les outiller. Ça a été les outiller pour qu'ils puissent développer en local ce projet jusqu'au bout. Donc, en fait, on est reparti des hommes et des femmes qui font vivre concrètement la mission au quotidien. Et les clés du succès ici, ça a été également le cadre clair, un périmètre d'autonomie établi, et puis une formation, du coaching de l'équipe, un fort encouragement managérial. Et ça, c'est très loin d'être anecdotique. C'est un incontournable de pouvoir partir des hommes et des femmes pour faire vivre la mission. D'abord parce qu'il y a un fort enjeu de se sentir appartenir à une mission collective, d'en être fier, et également parce que c'est une source de motivation et d'engagement qui est extrêmement importante. La question qu'on se pose à un niveau individuel, c'est comment je peux agir moi maintenant tout de suite, comment je peux avoir de l'impact sans avoir le sentiment d'être freiné par des processus inefficients, par exemple. Et, et donc, la question essentielle, c'est toujours comment est-ce que je donne aux collaborateurs et aux agents les clés de leur mission à leur niveau. C'est un axe clé dont le pendant, la condition sine qua non, c'est bien sûr comment est-ce que je m'assure que je prends soin des hommes et des femmes qui sont derrière la mission. Alors, prendre soin, pas au sens d'un encouragement repli individualiste ou d'un paternalisme un peu daté envers les collaborateurs. C'est vraiment au sens des théories du care, faire attention à l'autre, s'en soucier, le considérer pour l'aider à se déployer pleinement. Le care, c'est pas un terme si simple à traduire parce que vous voyez, ça recouvre toutes ces notions. Donc là, on l'appelle care vraiment en référence aux théories, aux philosophies qui développent cette conception du soin, cette éthique-là. Pourquoi on en parle? Pourquoi c'est important? Parce que ce dont on se rend compte, c'est que plus la mission elle est lourde, plus elle est importante, plus finalement on a en miroir un devoir, une exigence vis-à-vis de ceux qui la portent. C'est un enjeu de cohérence, c'est un enjeu de symétrie. De symétrie en quel sens? Là, on s'appuie sur un concept qui est celui de la symétrie des attentions, à l'origine qui est un concept issu de l'entreprise et qui dit quoi en fait, qui consiste à se dire que c'est important d'aligner les valeurs vis-à-vis de l'extérieur et les valeurs internes. Et ça part du postulat que si on n'est pas capable d'offrir à notre corps social ce qu'on promet à ceux qu'on sert, donc nos clients ou le public, eh ben, nos collaborateurs, nos agents, ils ne pourront pas l'incarner auprès des usagers. Donc, pour ceux qui portent une mission de service public, comment ils trouvent les ressources dans l'organisation pour la mener à bien? Comment est-ce que le collectif il peut être au service des agents autant que des usagers? Et au final, c'est bien ça le sujet et c'est porté par qui? Je ne vais pas revenir dessus, mais on peut en reparler pendant les échanges. L'enjeu numéro un, c'est bien celui du management. Pourquoi? Parce qu'il est en première ligne, Arnaud l'a dit, pour faire la traduction entre la mission et le quotidien, donc entre le sens global et le sens individuel, quel rôle est-ce que je joue. Et puis, il est aussi en première ligne pour incarner et concrétiser finalement la promesse employeur. Comment est-ce que je suis soutenue par l'organisation? Comment est-ce que je peux évoluer? Le manager, il est en première ligne, mais il n'est pas seul, puisque ce que je disais, c'est que finalement, la question racine de tout ça, c'est comment est-ce que c'est le collectif qui va permettre à tous de faire vivre pleinement la mission. Et c'est ce dont va vous parler Arnaud en même temps. Et puis j'en profiterai moi pour vous poser quelques autres petites questions en parallèle dans l'option sondage.
Et du coup, sur ce sujet du collectif, comment faire vivre la mission, quels sont un peu les trois éléments derrière cette notion de collectif pour finalement, au-delà des individus, faire vivre cette mission au quotidien ou en tout cas créer une culture qui permet cela. Il y a trois éléments qui vous paraîtront peut-être des basiques, mais qui remontent en flèche après la crise de manière assez importante et qu'on trouve assez intéressant. La crise, finalement, elle n'a pas nécessairement révélé des choses nouvelles. Elle a plutôt été un accélérateur de tendances de fond pour remettre un peu les pendules à l'heure. Et le premier élément, c'est la cohésion. Comment est-ce qu'on partage un commun au quotidien et comment est-ce qu'on le fait vivre? Pour ça, il y a plusieurs éléments. Il y a d'abord besoin d'un cadre. Les organisations qui vivent sans cadre, en s'imaginant que les choses se feront d'elles-mêmes, en fait, en général, ça devient la loi du plus fort. Et du coup, comment est-ce qu'on pose ce cadre? Je parlais tout à l'heure du règne de l'individu post-crise par rapport au collectif, quoi. Comment est-ce que l'organisation pose des limites? Comment est-ce qu'elle définit finalement la flexibilité commune entre présentiel et distanciel? Comment elle définit finalement la manière dont vont pouvoir être menées les réunions, etc. Quand je dis l'organisation, c'est le collectif. On travaille avec beaucoup d'entreprises pour se dire finalement qu'est-ce qu'on retient de la crise, comment ont été nos modes de fonctionnement, est-ce que ça a marché, est-ce que ça nous a nui et quelles vont être les règles qu'on se fixe. On l'a fait chez les Bosons, alors on n'est que 25, donc ça simplifie les choses, mais c'est à l'échelle d'une équipe chez vous en se disant est-ce qu'on a bien vécu le fonctionnement avec WhatsApp, est-ce qu'on a bien vécu les fonctionnements avec Slack, est-ce qu'on a bien vécu finalement les réunions en distanciel, présentiel, comment est-ce qu'on doit le vivre maintenant, qu'est-ce qu'on s'impose comme cadre? On s'est dit, voilà, il faut être au moins présent 2 jours et demi au bureau. Très bien, chacun s'organise, ça peut être par demi-journée. Et donc, on se fixe des règles communes pour finalement préserver cette cohésion, ce collectif qui fait qu'en fait, on est bon dans ce qu'on propose aux organisations, qui fait qu'on maintient finalement une exigence et une performance qui est satisfaisante et un collectif humain dans lequel il fait bon travailler. Mais du coup, c'est hyper important et intéressant de penser cadre et dans un contexte où les entreprises ont du mal et prennent le temps pour le poser. Ensuite, une fois que le cadre est posé, c'est le sujet des rites et rituels. Comment est-ce qu'on fait vivre ça au quotidien? Je vais vous prendre un exemple, mais une PME de 350 personnes qui, elle, pendant le Covid, a changé complètement sa manière de communiquer et de faire vivre le lien dans l'organisation en créant une radio interne. Hyper intéressant. C'est des collaborateurs qui ont eu l'idée. Les directeurs ont dit OK, et aujourd'hui, tout le monde écoute cette radio interne. C'est devenu un outil de communication qui est avec un ton très détaché, qui est animé par des collaborateurs. Donc aujourd'hui, quand vous avez ce dirigeant de PME qui veut faire finalement une com sur le projet d'entreprise un peu stratégique, etc., il passe notamment par cette radio, pas que, mais finalement, ça a été un petit rite et rituel où les gens savent qu'aujourd'hui, en fait, beaucoup de choses se passent par cette radio. On a travaillé aussi avec un groupe de défense où, pour le coup, il y avait un autre besoin de rites et rituels qui est le sujet des fiertés. Comment est-ce qu'on fête nos victoires? On vient de rapprocher deux entités qui ne bossaient pas ensemble avant. Comment est-ce qu'on fête des victoires communes? Comment est-ce qu'on ancre finalement un rite commun dans le dur? Donc ça paraît anecdotique, mais en fait, c'est des choses qui sont hyper importantes pour faire vivre un collectif et je pense que vous en avez tous conscience, mais qui fait qu'on développe aussi une fierté et surtout un esprit de corps. Et cet esprit de corps, qui est un terme qu'on voit beaucoup dans l'armée, mais c'est ce qui fait qu'en période de crise et au quotidien, on travaille mieux ensemble, on est en capacité de réagir, on est en capacité de se faire confiance. Et c'est ce qui permet finalement à une organisation de se mouvoir de manière harmonieuse sans trop écraser les gens, entre guillemets, mais au contraire en les mettant au cœur de tout. Et puis enfin, on a vu un cadre, des rites et rituels, et puis une culture qui lie le tout. C'est quoi nos fondamentaux? Je vais vous prendre un exemple, toujours avec une PME de près de un peu moins de 1000 personnes, et qui a été assez intéressant en se disant c'est quoi nos fondamentaux? Ils ont commencé en se disant c'est quoi nos valeurs? Ensuite, ils se sont dit ok, si je reprends leur thème, c'est bullshit, on va arriver à 3 mots un peu valises en disant bienveillance, etc., mais on ne sait pas trop ce qu'on met derrière et c'est plutôt des injonctions. Et ils se sont dit, en fait, c'est quoi nos principes? Quand on vient bosser chez nous, qu'est-ce qu'on vit? Et donc, en fait, on a travaillé avec eux sur une espèce de petit bouquin en format BD et on a permis à tous les collaborateurs, à partir de grands principes de fonctionnement de l'organisation, il y en a un, par exemple, qui a lieu de mission chez eux, qui est il faut aller au-delà de la demande du client.
Et tous les collaborateurs ont pu venir raconter les anecdotes. Qu'est-ce qu'ils ont vécu, qu'est-ce qu'ils ont fait qui leur a permis d'aller au-delà de la demande du client. Et tout ça a été dessiné et mis dans cette petite BD. Et aujourd'hui, vous arrivez dans leur entreprise, vous avez ce petit fascicule et vous savez en fait comment faire partie de ce collectif ou non. Quand on dit aller au-delà de la demande du client, vous avez des exemples qui sont hyper concrets de ce qu'ont pu faire des collaborateurs ou non pour répondre à cette mission-là. Et ça montre aussi à un nouveau qui arrive, typiquement, les marges de manœuvre qu'il a. Parce que typiquement dans cette entreprise-là, sur la relation client, les membres du centre de relation client, centre d'appel téléphonique, ils ont une marge de manœuvre pour inventer leur mode d'organisation, leur mode de rémunération en privilégiant la satisfaction client qui est absolument phénoménale. On n'a jamais vu ça ailleurs et c'est hyper intéressant. Et donc, ce n'est pas quelque chose de valeur un peu perché, c'est finalement ce qu'on est et on le traduit. Une autre entreprise, une SS2I très en pointe sur les nouvelles technologies qui a écrit un petit fascicule avec ses collaborateurs en disant ce que nous ne sommes pas. Et eux, ils sont partis en contre en se disant, ben voilà, ce qu'on n'est pas, c'est ça, 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 ça. Et ça dessine en creux ce qu'ils sont. Et pareil, ça permet de souder un collectif, d'affirmer un certain nombre de fondamentaux. Donc ça, c'est sur le premier aspect de la cohésion, le fait de rester ensemble, de rester finalement alerte et en confiance pour travailler au quotidien. Le deuxième sujet, c'est la convivialité, qui peut paraître un peu bizarre, débarquant là, en fin de propos, mais dans toutes les entreprises avec lesquelles on travaille actuellement, entreprises, organisations, la convivialité est le truc numéro 1 qui ressort de tous les entretiens qu'on a avec les collaborateurs et de tous les questionnaires quantitatifs. C'est une vraie ligne de fond, une vraie attente des collaborateurs vis-à-vis de leur organisation, vis-à-vis de leur manager, vis-à-vis de leurs dirigeants. Et c'est intéressant parce que ça redessine pas mal de choses dans l'entreprise. On a une entreprise dans le promoteur immobilier qui, fort de ça, a finalement confié de nouvelles missions aux assistants et assistantes parce que ça s'y prête chez eux sur les plateaux pour qu'elles soient des vrais animateurs, animatrices de vie. Et c'est eux qui vont organiser la vie collective, qui vont permettre cette convivialité, permettre d'organiser tout ça, parce que, on le sait, la spontanéité, ça marche dans certaines équipes, mais c'est un trait commun quand tout le monde est assez chargé, qui est compliqué à organiser. Donc, en fait, ils redessinent un peu l'organisation des équipes pour favoriser cette convivialité, que ça devienne une vraie hygiène de vie, parce qu'un collectif, ça s'anime encore plus en hybride. Donc après, voilà, vous avez les classiques déjeuner, soirée, etc. Mais finalement, dans un contexte de télétravail, ça a été l'occasion d'inventer pas mal de choses pour préserver cette convivialité. Dans le groupe Accor, ils ont créé des groupes de liens sociaux qui sont transverses aux équipes, où c'est des groupes qui se retrouvent pour échanger, favoriser cette convivialité dans des moments où des collaborateurs étaient chez eux avec parfois 0% d'activité, donc ils ne bossaient même pas. Ce qui était assez dur à vivre pour eux. Vous avez d'autres finalement exemples aussi dans le télétravail pour favoriser cette spontanéité. Moi, je sais que pendant ça va faire rire Apolline et autres, mais comment on peut dire ça, je me tapais l'incruste dans les visios des uns et des autres pour dire bonjour quand on ne se voyait pas et qu'on était coincé en plein confinement, pour favoriser cette spontanéité, prendre 2-3 nouvelles, laisser les équipes participer à leur réunion après, mais c'était une manière de remettre un peu de spontanéité. Mais on peut inventer plein de choses parce que la convivialité, dans tout ce qui ressort dans les entreprises qu'on accompagne là, ce sera demain la raison, c'est aujourd'hui et demain la raison numéro 1 qui fait que des collaborateurs viendront et reviendront au bureau. C'est ce qui fait que finalement, on aura envie de s'engager dans son organisation parce qu'on fera partie d'un collectif qui aura cette convivialité-là. Et si elle n'est pas là, ce sera une des premières raisons du désengagement qui est extrêmement compliqué à gérer, notamment pour des managers dans des contextes de travail un peu présentiel, distanciel. Donc, cohésion, convivialité. Et puis, dernier sujet, le sujet de la collaboration. Comment est-ce qu'on travaille mieux ensemble avec plusieurs enseignements Covid dont on a parlé, le sujet de la subsidiarité. On a beaucoup d'entreprises qui se mettent à questionner la manière dont fonctionnent les lignes hiérarchiques. Comment on arrête tout qui part du haut et qui arrive en bas, mais comment on part du bas et qu'on organise tout ce qu'il y a au-dessus pour que le terrain puisse remplir sa mission. Quand je dis le terrain, il n'y a rien de péjoratif. C'est celui qui est au plus proche de l'usager, au plus proche du client. Comment est-ce qu'il peut remplir au mieux sa mission? Et donc, comment le collaborateur peut compter sur son manager de proximité? Comment le manager de proximité peut compter sur le manager intermédiaire
et ensuite, ainsi de suite sur le dirigeant. Comment est-ce qu'on questionne la manière de fonctionner et qu'on élimine les modes de fonctionnement qui ne permettent pas à chacun d'agir au bon niveau? Ça, c'est un sujet qui est clé pour les entreprises et organisations, quelles qu'elles soient, et qui est un chantier de fond qui commence à être abordé. Deuxième sujet, c'est le sujet de l'horizontalité. Je parlais de la verticalité, où on essaie d'inverser les choses. Deuxième sujet, l'horizontalité. Beaucoup de choses ont été expérimentées pendant le Covid. Il a fallu réagir, il a fallu inventer, il a fallu casser les silos, croiser les disciplines, permettre à chacun de travailler avec des personnes avec qui on ne travaillait pas habituellement. Toute cette horizontalité, il faut prendre le temps de faire ce qu'appellent les militaires des retours d'expérience ou les ingénieurs pour finalement voir ce qui a été bénéfique ou non, pour essayer de le préserver demain, parce que c'est ce qui fait qu'une organisation, on parle beaucoup de résilience, j'aime pas trop le terme, mais c'est ce qui fait qu'une organisation saura s'adapter demain dans un contexte qui est censé redevenir normal. Et puis, si vous écoutez la radio ce matin, finalement, on va en prendre encore pour quelques temps, avec des menaces de confinement et autres, qui font que les entreprises doivent rester alertes. Ensuite, encourager les réseaux internes. Ça, c'est un des grands enseignements du Covid. Ça existait déjà dans certaines entreprises. C'est finalement les communautés managériales, des communautés d'ambassadeurs. On travaille beaucoup avec un réseau d'EHPAD et finalement, vous avez des ambassadeurs de la bientraitance qui vont être présents dans les EHPAD, qui vont travailler en communauté et qui vont animer finalement le collectif au quotidien, au-delà du métier, pour permettre à chacun de réfléchir sur la mission, de comment mieux la remplir, d'être un peu des agitateurs qui permettent de faire évoluer l'organisation. Et quand je dis agitateur, c'est un terme qui est très constructif parce que les membres de ces équipes-là sont des collaborateurs à part entière qui exercent leur métier aussi. Donc, ce n'est pas des gens perchés qui débarquent et qui sont la police politique pour dire voilà comment il faut faire. On a vraiment plutôt cette notion de questionnement et d'aide aux équipes qui sont le nez dans le guidon. Et je pense que vous l'avez vécu aussi, puisque vous avez été et vous êtes en première ligne de tout ce qu'on vit aujourd'hui. Et puis enfin, l'innovation, et après je conclurai pour ne pas être trop long, mais l'innovation est un sujet qui est extrêmement clé. Et c'est finalement plus une histoire de culture qu'une histoire de process. La gendarmerie est extrêmement intéressante à suivre de ce point de vue-là, parce qu'ils ont réussi à créer une culture de l'innovation qui donne la place à chacun. Avant de créer des Fab Labs et ce genre de trucs-là. Ils sont vraiment partis en permettant aux gens d'innover, en récoltant les innovations des gendarmes et en intégrant la hiérarchie dedans, en reconnaissant à la fois le gendarme et la hiérarchie au-dessus, en disant top, on fait une journée des innovateurs et en moins de 10 ans, ils ont créé une culture de l'innovation où ils sont à plus de 3000 innovations, dont certaines sont brevetées, qui est une manière d'inventer qui est extrêmement précieuse pour elles. Et post-Covid, il y a beaucoup d'entreprises où, et vous, j'en suis persuadé, il y a eu énormément d'innovations au quotidien pendant la crise qui pourraient finalement donner un peu des traits de force sur la manière d'organiser l'innovation au sein de la CRAMIF. Et donc voilà un petit peu nous ce qu'on voulait vous partager. Alors j'allais dire brièvement non, parce que finalement on a quand même pris le temps de développer tout ça, mais la conviction qu'on voulait vous partager derrière ça, c'est que la mission, c'est d'abord un outil. C'est un outil pour guider, c'est un outil pour permettre, avant tout pour l'interne, mais les missions qui changent le monde, il y en a plein. Rendez-vous dans 10 ans pour voir où en est le résultat. Par contre, les missions qui se réalisent pas à pas, concrètement, il y avait une question qui est remontée derrière tout à l'heure en disant est-ce que le partage de la définition de la mission, c'est ce qui permet de la réaliser? Non, justement. Le sujet, c'est le chemin qui suit. Une fois qu'on a partagé la mission, c'est quoi le chemin? C'est quoi les marches qu'on monte petit à petit? Et ça, c'est le job des dirigeants. Comment je trace le chemin pour permettre à chacun de développer ses marges de manœuvre? Et ça, il y a beaucoup d'organisations qui réalisent leur mission pas à pas, on les entend moins, mais elles changent l'essentiel en fait. C'est leur manière de faire sans dogme et sans fausses promesses. Et c'est ce qu'on a voulu vous traduire à travers tous les exemples. Et j'espère que ça vous a intéressé. Et on sera ravis de pouvoir échanger avec vous sur ce sujet qui nécessite une réflexion collective.